Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, ouverture des marchés actions US dans 11 minutes. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de mars, Wall Street ouvre à 14h30 heure de Paris, le temps que justement en France nous basculions donc sur le nouveau fuseau horaire. Donc voilà pourquoi la plupart des émissions, et je pense toutes les émissions Wall Street Insider auront lieu à 7h jusqu'à la fin du mois de mars. Alors bienvenue, les marchés sont globalement calmes du point de vue de l'actualité fondamentale et pourtant des tendances se développent. Vous l'avez tous, vous avez relevé la plupart des mouvements depuis ce matin, consolidation sur les marchés actions européens, sans forcément avoir un gros volume, mais finalement les marchés actions européens qui ont perdu depuis ce matin un certain nombre, quelques dizaines de points, l'euro-dollar qui glisse là aussi, sans volume, ou qui se stabilise un peu là, mais qui finalement a perdu une centaine de pips, sans réellement d'actualité forte. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Je vais vous rappeler justement les éléments fondamentaux, les plus récents, qu'observe le marché. Et puis ensuite, j'étudierai avec vous l'ensemble des graphiques intraday en données 4 heures. Je vous rappelle que cette semaine, une banque centrale qui vous intéresse, puisque vous pouvez vous intéresser au dollar néo-zélandais, prend une décision de politique monétaire. C'est demain à 21h, si mes souvenirs sont bons, 21h heure de Paris, avec des stratégies, en tout cas plutôt un positionnement qui est clairement vendeur sur le dollar néo-zélandais, je dirais depuis le milieu de la semaine dernière. Bon, déjà depuis un certain temps, mais depuis mercredi dernier, le dollar néo-zélandais est sous pression, vous l'avez vu notamment à travers la paire NZD-USD ou encore GBP-NZD. Bref, je vais revenir justement sur ces paires de devises et sur celles qui m'intéressent le plus. Rapidement, une introduction fondamentale. Le marché continue de réagir et d'ajuster ses anticipations depuis la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis au titre du mois de février. Du côté des statistiques US, aujourd'hui, je crois que c'est globalement assez calme. Il n'y a pas grand chose. Il y a des prises de parole là en début d'après-midi et en matinée aux États-Unis sur la côte Est, de la part de personnalités politiques ou économiques importantes, qui ont créé un peu de volatilité en début d'après-midi. Mais globalement, que nous disent les économistes? Nous vous avons montré hier à travers un article ou lundi, je ne sais plus, que le positionnement des investisseurs, en se basant sur les contrats à terme, basés justement sur les Fed Funds, permettait de voir que la proximité temporelle s'était rapprochée de nous pour une première hausse des taux d'intérêt des Fed Funds. En ce qui concerne les économistes, puisque les économistes ne sont pas forcément ceux qui négocient les marchés à terme, eh bien ils sont près de 60% maintenant d'entre eux à anticiper une hausse des taux pour la réunion de septembre, alors qu'ils étaient moins de 50% à anticiper ça d'ici le mois de septembre prochain. Bon, il y a eu des déclarations à droite et à gauche. On peut revenir aussi sur la dynamique de nombreuses devises émergentes. Je jetais un œil tout à l'heure, justement, il y a quelques instants, avec mon collègue Adrian, sur le réal brésilien. Bon, sans surprise, comme un certain nombre de devises émergentes sur des plus bas de 11 ans face au dollar américain. En ce qui concerne les statistiques chinoises, je vous rappelle que nous avons pris connaissance en début de semaine d'un recul des importations en Chine. La nuit dernière, recul de l'indice des prix à la production, par contre légère progression de l'indice des prix à la consommation. La nuit prochaine, publication des ventes au détail et de statistiques industrielles en provenance de Chine. Ralentissement de la croissance économique au quatrième trimestre au Japon. Ça, c'est quelque chose qui continue d'impacter la dynamique du yen japonais et du Nikkei. Je vais revenir justement sur ces éléments-là. Et enfin, depuis hier, début du programme de rachat de dette souveraine par la Banque Centrale Européenne. Pas d'annonce hier à l'issue de la réunion de l'Eurogroupe qui s'est tenue sur la Grèce. Bref, les créanciers et la Grèce vont reprendre leur discussion à partir de demain, donc à partir de mercredi. Et je vais donc justement commencer par le contrat de taux qui est disponible sur la plateforme FXCM, à savoir ici le contrat de taux Bund, le contrat de taux allemand. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe depuis lundi? Baisse générale des taux souverains au sein de la zone euro. Je regardais tout à l'heure l'OAT qui passait sous 0,50. Voilà, on était à 0,60 hier, là on passe sous 0,50. Bref, il y a quand même une détente qui est assez marquée de ces rendements obligataires au sein de la zone euro. Et derrière, mais on n'a pas encore les chiffres, puisque la Banque Centrale Européenne a promis un rapport hebdomadaire sur son activité au sein de son programme d'achat de titres de dette. Mais nous n'avons pas encore les chiffres, mais on peut déjà imaginer qu'elle
en a déjà acheté et qu'elle peut-être encore en achète aujourd'hui, d'où d'ailleurs la reprise de ce contrat de taux. Vous avez ici le prix du Bund qui rebondit sur un niveau de chartiste qui se situe assis à 156, un niveau que j'avais envisagé d'ailleurs avec vous. J'avais mis de côté mes vues de marché sur ce contrat de taux la semaine dernière puisque notre CFD changeait d'échéance. Mais voilà, je me suis posé la question lundi de savoir si nous étions sur un bon support à 156. Et bon, le marché semble confirmer que c'était un bon support. On va revenir au contact d'un niveau ici technique important à 158,17. On fait quand même une reprise puissante. Ça ressemble, c'est pas vraiment un V-bottom, mais là on est quand même bien parti pour continuer de se reprendre. Bon voilà, le rendement du Bund, il perd 10 points de base, 15 points de base depuis le début de la semaine, idem pour l'OAT. C'est un peu moins marqué en Espagne, en Italie ou au Portugal, mais il y a quand même une détente. Et bon, sauf les taux grecs qui eux sont toujours sous pression, tout simplement parce que la date butoir pour que la Grèce présente un plan de réforme hyper précis, chiffré, c'est le 20 avril. Donc d'ici là, il y aura forcément de la spéculation. Le dollar US se traite toujours à son plus haut niveau. 11 ans face à l'euro, 11 ans face au réal brésilien, 7 ans face au yen. Je vais revenir sur l'USD yen. Bon bref, là aussi c'est sans surprise, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes déjà bien revenus. Et enfin, pour terminer cette introduction, demain donc, décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Le consensus du marché anticipe plutôt une stabilité des taux, mais probablement une conférence de presse, en tout cas un discours ou un communiqué de presse qui fera en sorte, comme d'habitude, de créer un effet baissier sur le dollar néo-zélandais. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais faire le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. C'est sur cet horizon de temps que là, je vais me concentrer. Concrètement, je peux vous parler de plein de choses. On peut regarder tous les indices boursiers, toutes les paires de devises, les paires de devises en dollars néo-zélandais, les métaux précieux. Bon, à un moment ou à un autre, il faut bien choisir un ordre. Donc, je vais commencer par quoi? Eh bien, je vais commencer par, allez, l'euro-dollar, disons. Voilà. Pour ne pas pour rester, je dirais, classique. Enfin, j'ai commencé quand même par le Bund. Alors, l'euro-dollar, matinée baissière, fortement baissière ici. Bon, globalement matinée haussière pour le dollar US, mais matinée baissière pour l'euro. Probablement du fait, je dirais, hier de la non-utilité de cette réunion de l'Eurogroupe. Et puis probablement quelque chose de toute façon qui va se poursuivre lors des prochaines semaines. Mais regardez simplement ici ces bougies japonaises en données 4 heures, c'est vraiment que de l'analyse technique. On casse, on pull back, on casse, on pull back, on casse, on pull back. Et ce matin, c'est à nouveau ce qui s'est passé sur le taux de change euro-dollar, avec la cassure du plus bas du 8 mars, donc la cassure du plus bas de lundi, sur la session asiatique. Voilà, donc durant la session asiatique, cassure du niveau des 1,0823, un pullback en première partie de session européenne, ça c'était pour vous, hein, voilà. On casse un support, il change de statut, on pullback, et je crois d'ailleurs qu'on a pullbacké au pip près. Donc pour ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'attendre les cassures et d'attendre le pullback, que ça n'arrive jamais, c'est faux. Depuis l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, depuis le 26 février, à chaque fois qu'on a cassé un niveau, on est revenu le tester. On casse, on teste. On casse, on teste. On casse, on teste. On casse, on teste. Donc il y avait 4 possibilités, dans le sens de la tendance, d'adopter des stratégies de vente sur ce marché. Je ne vais pas vous montrer des graphiques de long terme, mais autant vous dire qu'on approche, comme d'habitude, on peut toujours trouver des niveaux de support, mais bon, aux alentours des 1,0630, 1,07 passe quand même un certain nombre d'obliques. Jusqu'à présent, et là je vous renvoie à vos graphiques de long terme, ce sont de toute façon des niveaux qui ont été à chaque fois cassés. Ce que maintenant, moi je peux vous dire ici en intraday sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'on a cassé 1,0823, on a pullbacké, on a fait 1,0824, donc c'est presque un mouvement de retour au pip près. D'ailleurs, je vais passer sur le bid, ce qui vous permettra de voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé pour les vendeurs. Et on a fait un plus haut à 1,0823. Donc on a réellement fait du côté du bid un pullback parfait. Le marché a ensuite rejeté, il a perdu 100 pips, donc on a quand même un mouvement de 100 pips depuis le pullback ici en première partie de session européenne. Maintenant on se stabilise sur 1,0626. Sur le très court terme, on est toujours couvert ici par cette oblique de tendance baissière.
Et jusqu'à preuve du contraire, les risques restent de toute façon à la baisse ici sur la paire euro-dollar. Il n'y a plus aucun timing. Le timing, c'était ce matin. Le marché l'a offert de manière assez claire ici en utilisant les standards d'analyse technique. Alors, sur le très court terme, par contre, à mesure que le marché décroît comme ça, il y a un risque de reprise technique un peu plus ample. Moi, j'étudie ici le graphique intraday de l'US Dollar Index. Pour l'instant, aucun signal, je dirais, négatif donné, même sur le très court terme. Je surveille tout simplement le niveau des 12 000 points. Et j'ai envie de dire que tant que le niveau des 12 000 points tient, c'est le premier support. Ici sur l'US Dollar Index, alors certes, je commence à surveiller un peu ce que fait ici le momentum. Je vais vous montrer aussi le chart intraday de l'once d'or. Mais bon, voilà, moi j'utilise les bougies japonaises en données 4 heures, parfois en données horaires pour l'intraday, mais surtout en données 4 heures. Mon prochain signal sera donné à 15 heures. Donc à 15 heures, c'est dans 30 minutes. Et pour le moment, tant que le niveau des 12 000 points tient, eh bien on a tout à fait la possibilité de voir ce dollar US voir tout simplement sa hausse se prolonger. Bon, par contre, ce qui serait négatif serait de briser cette ligne de tendance sur le RSI H4, de briser les 12 000 points, permettant d'envisager un mouvement de retour, pourquoi pas sur ce support à 11 961 points. Alors pour l'instant, le signal n'est pas donné tant qu'on tient les 12 000 points, mais ce qui se traduirait sur l'euro-dollar par probablement une reprise en direction de cette première résistance qui se trouve à 1,0823. Mais bon, il y a tout à fait la possibilité de rester, de dériver à plat et d'être automatiquement et rapidement couvert par cette oblique. Bon, là on a quand même une accélération de la pente de la baisse. On avait d'abord cette oblique de tendance principale, puis une autre encore un peu plus pentue, puis encore une autre un peu plus pentue. Bon, à un moment ou à un autre, c'est un rythme que le marché ne va pas réussir à conserver longtemps, et dans l'absolu il y a une contradiction négative potentielle sur le dollar index. Bon, je surveille ça sur l'eurodoll, mais c'est complètement potentiel, en aucun cas actif. Il y a un début de quelque chose, mais attention, ce n'est rien du tout, ça ne veut strictement rien dire, et c'est simplement, on peut commencer à se poser des questions. Quand bien même une stratégie de vente serait recherchée, elle ne peut se faire que sous résistance, et pour le moment, l'euro-dollar n'est plus sous résistance. Mais il était ce matin, ici, lorsqu'il a cassé ce support et effectué son pullback donc à 1,0823. Donc surveillez pour juger de votre positionnement vis-à-vis des paires en dollars, surveillez le niveau des 12 000 points sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Tant que ce niveau tient, eh bien la chute, le renforcement du dollar US face à la plupart des devises peut se prolonger. Par contre, casser en intraday les 12 000 points serait probablement le signal d'un pullback ou d'un retour en direction de cette ligne de tendance haussière ici principale, qu'on retrouve ici en fait sur la paire euro-dollar. C'est cette seconde là. Donc voilà, sur le court terme, probablement davantage un timing à la reprise technique, et sur le dollar US, eh bien au moins revenir tester précisément ici les 12 000 points. Alors, lorsque j'étudie justement l'once d'or et donc le XAU-USD, j'ai le sentiment qu'en intraday, USD pourrait être sous pression, très légère, très légère. Que s'est-il passé sur le XAU-USD? Nous avons ici le signal de vente qui avait été donné vendredi matin, avant le rapport NFP. Je décompose ici la session du vendredi 6 mars en chandelier H4, et vous retrouvez donc cette ligne de tendance haussière ici sur le XAU-USD avec la première cassure qui avait eu lieu ici, donc le signal de vente qui avait été donné à 1192 au même moment où l'argent avait lui cassé le support des 16,05 $. Bon, suivi ensuite du pullback. On a atteint un certain nombre d'objectifs. Il y a ici quelque chose de positif qui est donné en intraday ici. C'est ce chandelier là, celui qui a été validé sur le XAU-USD à 11h. Voilà, c'est la précédente clôture H4. C'est le fait d'avoir repris les 1163. On a potentiellement ici une contradiction de momentum. Le marché a brisé cette oblique. Donc je ne serais pas surpris finalement. Bon, revenir ici, ça me paraît peut-être un peu trop profond. Mais sur le court terme, le XAU-USD pourrait au moins revenir chercher les 1175, voire éventuellement 1180. En tout cas, si vous avez pu adopter des stratégies de vente sur ce marché, soit dans le range, soit au signal qui a été donné ici vendredi dernier, le timing sur le court terme, puisque là je me focalise sur ces graphiques intraday,
serait davantage à une sécurisation des gains avec une possibilité de reprise technique et au moins ici d'aller chercher la première résistance à 1175. Donc ça c'est ce que je lis en utilisant les graphiques de l'once d'or, qui m'invite à penser justement que la partie USD, donc dans le XAU USD, que la partie USD pourrait subir des prises de bénéfices sur le court terme. Et notamment revenir sur les 12 000 points sur le Dow Jones FXM Dollar Index, voire casser les 12 000 points pour venir rechercher un support un peu plus tangible à 11 960. Ce qui à ce moment-là, ce n'est pas acquis, mais se traduirait par une reprise de l'or en direction des 1175 et une reprise de l'eurodoll, disons, en direction au moins des 1,0790, 1,08 ici sur le court terme. Alors, on peut aussi regarder le XAG USD. Pourquoi je m'intéresse au XAG USD? Parce que lui avait donné un signal technique négatif assez limpide, la cassure des 16,036, bon des 16,04. C'était pareil, c'était sur ce chandelier en fin de session asiatique, début de session européenne, vendredi dernier. La target c'était d'aller chercher 15,50. Je pense que le marché ne va pas y aller maintenant, on s'en est approché, mais je relève des choses assez similaires que sur l'once d'or en intraday, avec la possibilité sur le court terme de voir le XAG USD se reprendre, mais vraiment sur le court terme, du fait d'une consolidation du côté de l'USD. Donc le raisonnement est à peu près similaire à celui de l'once d'or, avec la possibilité d'aller rebondir en direction des 15,90, 15,95. On pourra toujours exploiter la résistance ici à 16 $ pour une stratégie toujours négative et pour viser ensuite les 15,50. Donc voilà, concrètement, on a eu une belle première partie de session européenne avec un renforcement sans appel du dollar US. En fait, ça, c'est même un processus qui a commencé hier matin, qui a duré toute la session asiatique et la matinée de la session européenne. Je pense que désormais on a des prises de bénéfices, et donc ce qui se traduit par un rebond technique du XAU USD, du XAG USD, ou encore de l'eurodoll en direction des 1,08, 1,0823. C'est la première résistance ici daily sur le taux de change euro-dollar. Alors, autre élément en faveur d'une respiration du dollar US sur le court terme, c'est ce que j'observe ici sur l'USD Yen. Alors sur l'USD Yen, j'utilise depuis le 16 janvier, enfin depuis le 6 février, un canal. L'USD Yen a testé ces sommets l'année 2014. Premier test, il ne les a pas franchis. C'est peut-être reporté, hein, on va peut-être les franchir. Je sais pas moi, au début de semaine prochaine, demain peut-être, je sais pas. Mais sur le court terme, on a une réaction négative de l'USD Yen sous les 121,84. Je ne suis pas surpris parce que depuis la mi-février, cette paire de devises ne monte pas en ligne droite, mais monte de manière très progressive. Et je pense que pour déterminer la façon dont elle monte, on peut utiliser ce canal graphique. Ici, en données 4 heures. Donc, l'USD Yen sur le court terme va probablement revenir tester le support ici à 120,46, 120,50. Je vais rajouter l'indicateur technique RSI pour statuer un peu mieux. Donc voilà, on a ce type de configuration. On peut même, je pense, attraper une espèce d'oblique de soutien ici sur l'indicateur technique RSI. En tout cas, j'aurais tendance à m'intéresser par contre à ce niveau de support ici à 120,46. C'est un niveau de support susceptible de réattirer des acheteurs. En tout cas, voilà donc un niveau ici que je surveille sur l'USD Yen. Alors, sur le court terme, USD subissant quelques prises de bénéfices mécaniquement, c'est ce que vous pouvez observer sur l'AUD USD qui lui est resté bien couvert par cette fameuse ligne de tendance baissière en place depuis le 5 septembre 2014. Il est tombé, hier il a donné un signal technique négatif en cassant cette oblique. Il s'est bien repris et a finalement tenu ses plus bas, ici à 0,7625. Dans l'esprit, il existe en données H4 ici une structure en avalement permettant d'envisager une reprise technique au moins en direction des 0,7690
0,77. Donc pour le moment, c'est une simple respiration du dollar US, une simple reprise technique des paires en dollars, avec 0,77 par exemple ici sur la UD-USD. Mais à ce titre, 0,77 peut être déjà considéré comme une première résistance horizontale, hein, c'est ce niveau, et puis un pullback sur cette ancienne oblique. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut trouver du côté du NZD-USD, mais c'est pas non plus extrêmement fort. Alors ça, le NZD-USD, justement, ça peut être intéressant. Nous, on s'est beaucoup intéressé à cette paire de devises lorsqu'elle a échoué par 2 fois sous les 0,76, qui était simplement une résistance horizontale, donnant depuis une succession de signaux de techniques vendeurs. Cassure des 0,75 pullback, cassure des 0,7421, pas de pullback, le marché est tombé net sur les 0,7321, cassure des 0,7321. 0,7321 c'est une première résistance. Pour autant, faut-il immédiatement l'utiliser pour une stratégie de vente? J'aurais tendance à me méfier sur le très court terme et peut-être à davantage surveiller cette oblique là. Alors on va essayer de la tracer en utilisant un outil automatique, mais le NZD-USD est intéressant peut-être cette fois-ci en se positionnant davantage vis-à-vis du NZD, puisque demain il y a une banque centrale qui prend une décision politique monétaire, c'est à 21h heure de Paris, il y aura forcément un impact, et voilà donc une oblique que je surveille sur le NZD-USD pour envisager une stratégie dans le sens de la tendance, et puis pourquoi pas voir le NZD-USD tomber demain en direction des 0,7175. Donc voilà, et à ce moment-là, pour essayer d'attraper une résistance vraiment convaincante, en allant chercher cette oblique, ce sera aux alentours des 0,7375, donc pas forcément immédiatement les 0,7321. Donc le dollar US, voilà, attention, hein, la clôture H4 est à 15h. Il faut vraiment surveiller le comportement ici des 12 000 points. Je ne serais pas surpris finalement que ça casse sur le court terme, vu cette contradiction potentielle de momentum qu'on peut retrouver ici sur l'eurodoll, permettant finalement à l'eurodoll de revenir chercher ici cette résistance d'un 0,823. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas acquis, mais le marché prend cette direction. Ensuite, l'USD CAD. Écoutez, l'USD CAD, c'est pas bien compliqué. On s'est bien repris la semaine dernière. On a donné un signal positif le vendredi 6 mars. Je vais vous montrer ça en utilisant des chandeliers D1. Lorsque vous basculez en cours de clôture D1, alors, je vais retirer celle-là et je vais juste vous montrer où le signal a été donné en utilisant les cours de clôture. Donc voilà, on peut, si USD respire, envisager un pullback. Alors est-ce qu'il peut être profond ce pullback? Il y a une moyenne mobile ici intéressante qui est la moyenne mobile à 20 jours qu'on peut surveiller. Je vais repasser ici en cours en chandelier. Mais au fond, je pense que le premier support des 1,2564 peut être exploité. Donc les 1,2564 en tant que premier support ici sur l'USD CAD dans le sens de la dynamique positive. 1,2565 à suivre en tant que niveau de support. Je pense que le marché peut aller chercher. Le Dow Jones FXM Dollar Index teste le niveau des 12 000 points, mais prudence. Ce que nous dit ici le momentum, c'est que sur le court terme, nous avons un risque de cassure sur ce marché-là. Et c'est aussi finalement ce que me suggère le graphique intraday de l'once d'or, un graphique qui me suggère que ce marché peut se reprendre en direction des 1175, qui sont par contre une résistance, 1175, au même titre que le sont les 1,0823 de la paire euro-dollar, des objectifs vers lesquels ces marchés peuvent tendre, mais qui peuvent être utilisés en tant que résistance pour des stratégies dans le sens de la dynamique. Donc voilà, ça fait partie des choses à suivre, au même titre que le niveau de support des 120.46 ici sur le cours de l'US des yens. Le GBP USD, hier on vous a suggéré la possibilité que le niveau des 1,50 tienne. Alors c'est pas hyper dynamique, mais étant donné que la partie USD en début d'après-midi, en début de session US subit des prises de bénéfices, même le GBP USD se reprend.
Bon, la première résistance se trouve ici sur les 1,5135, pourquoi pas. Bon, j'ai pas une énorme conviction sur ce GBP USD, je vois bien qu'il est revenu chercher cette zone support. Bon, pourquoi pas envisager une reprise en direction des 1,5138, mais bon, j'anticipe pas non plus forcément quelque chose de nettement plus marqué. Ce qui est important lorsque moi j'utilise ces bougies H4, c'est ma close à 15 heures. Si à 15 heures, le support des 12 000 points tient sur le Dow Jones FXM Dollar Index, aucun signal. Mais strictement aucun signal. Pas de signal négatif. Si ça tient, limite, j'ai presque envie de dire que si ça tient, c'était le point parfait dans le sens de la tendance. Le bémol, c'est quoi? C'est ce que suggère ici le momentum. Voilà donc des éléments techniques qui sont l'un en face de l'autre, et ensuite à vous de voir comment, dans la balance, ils peuvent s'équilibrer ou porter en faveur d'un certain message. Alors, bon, les métaux précieux, je pense qu'on en a bien fait le tour. Moi, j'observais le comportement du cuivre. Alors, hier, il y a eu une réaction du cuivre qui était assez sympathique. En début de session asiatique, dans la nuit de dimanche à lundi, et je pense que ce rebond du cuivre a dû dans un premier temps s'expliquer par les bons chiffres du commerce extérieur en provenance de Chine. Pourtant, lorsqu'on les décortique, c'est certes une hausse des exportations, je crois qui approche 50% sur les 2 premiers mois de l'année en rythme annuel. Par contre, il y a un recul du niveau des importations. Dans un premier temps, on a eu une réaction du cuivre. D'un point de vue technique, on peut trouver cette ligne de tendance haussière qui pouvait expliquer, en tout cas donner une base technique à cette reprise. Bon, on voit que pour l'instant cette ligne de tendance tient, c'est pas non plus transcendantal, mais bon, voilà en tout cas une ligne de tendance que je surveille ici sur le copper, pour ceux éventuellement qui détiendraient des positions longues, et probablement cette compression ici sur le court terme dont le marché va devoir sortir. Donc ça fait partie des choses qui me semblent importantes. En ce qui concerne justement ces statistiques en provenance de Chine, nous l'actif qu'on vous propose, c'est le yuan renminbi, alors pas n'importe lequel, hein. Vous avez le cours de la monnaie chinoise qui est coté à Shanghai, c'est celui dont le mnémonique est CNY, et puis vous avez le cours de la monnaie chinoise qui est coté à Hong Kong, c'est celui-là, le CNH. Il est baissier, c'est comme ça, notamment ici depuis novembre 2014. Je surveille une ligne de tendance haussière en place depuis novembre 2014. Le bémol, c'est quoi? C'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une intervention de la Banque centrale de Chine sur ce marché. Je vous rappelle que le yuan, la monnaie chinoise, appartient au marché d'échange flottant, mais au sein de bandes de fluctuation qui sont définies par la Banque centrale. Et dès lors que cette banque centrale serait gênée par le fait que la monnaie se déprécie, alors je sais pas, moi peut-être que ça l'arrange, ça dépend finalement de l'impact, à la fois sur les flux financiers et l'économie réelle, mais en tout cas, ayez toujours ça en tête. Ça doit vous inviter quand même à limiter l'exposition, mais d'un point de vue technique, c'est une paire de devises qui a gagné pas loin de 2000 pips depuis le niveau des 6,11, qui a approché les 6,30, d'ailleurs avec une belle shooting star ici en données 4 heures, la semaine dernière. Et depuis elle temporise sous le niveau des 6,30. Alors sur le site, je vous ai proposé un graphique de long terme, et j'aurais tendance moi à surveiller ce niveau de support ici, les 6,25,90. Ce petit canal au fond qui petit à petit peut ramener l'USD CNH au contact de cette ligne de tendance haussière qui est en place depuis novembre 2014. Bon, cette paire de devises, vous avez la possibilité de la suivre sur la plateforme. Les cours du pétrole sont sous pression sur le court terme. Ils sont sous pression depuis... Ça a commencé vendredi dans un premier temps par le renforcement du dollar US. Ensuite, peut-être que ce sont les chiffres des importations en Chine ou d'autres éléments qui ont créé quelques signaux techniques négatifs ici sur le Brent. Attention sur le Brent, tout de même, c'est largement survendu en intraday. Donc on est quand même survendu, ce qui n'a jamais été suffisant pour une stratégie positive. Mais regardez sur le Brent, vous avez cette ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Que je surveille, du coup, qui passe aux alentours des 56. Donc là, vous la voyez ici. Hein. Et finalement, pourquoi pas
utiliser cette oblique de tendance haussière sur le Brent, en tout cas exploiter son premier test pour une stratégie de rebond technique. Donc en tout cas, voilà ce que je surveille sur le Brent. Quant au WTI, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un range qui dure et qui a priori n'est pas terminé entre 47,76 et 54 dollars. Je vois pas réellement d'opportunité technique sur ce marché du WTI qui s'est clairement installé dans un trading range depuis le début du mois de février. Par contre sur le... Alors, on n'a plus de cette ligne, on n'a pas l'équivalent en ligne de tendance haussière. Par contre voilà, quand même sur le Brent, j'ai cette oblique ici qui m'intéresse. Éventuellement surveiller la façon dont les cours vont venir se poser dessus et éventuellement des débuts de div ici qui pourraient suggérer une reprise au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Bon, en tout cas voilà, un actif sur lequel je souhaitais attirer votre attention. Les indices boursiers et l'ensemble des paires de devises en dollars néo-zélandais. Alors le dollar néo-zélandais, je commence aujourd'hui à vous en parler. Bon, de toute façon on vous en parle tous les jours. C'est important parce qu'à partir de demain et probablement à partir de la session asiatique ce soir, le marché va commencer à envisager l'impact que pourrait avoir la décision de la RBNZ. D'autant plus que finalement cette semaine, il n'y a pas d'autres décisions de politique monétaire parmi les grandes banques centrales. C'est une devise, le dollar néo-zélandais, à travers notamment la dynamique baissière de l'euro NZD, qui est restée une des stratégies de carry trade les plus profitables. Donc je vais justement vous montrer l'euro NZD. J'ai envie de dire que l'euro NZD, c'était vraiment la stratégie assez sympathique, dans le sens où l'euro, lui, continue de se déprécier. Et clairement, bah voilà, être vendeur de l'euro NZD, d'une part, on encaisse la tendance baissière de l'euro et en plus les rollovers positifs en étant ici à l'achat donc du dollar néo-zélandais. Donc l'euro NZD réalise un plus bas depuis je sais pas combien de temps, peut-être 10 ans. Je vais regarder les graphiques de long terme, en tout cas en fonction de l'historique que je vais pouvoir trouver, mais bon, j'ai rien ici avant. En tout cas, voilà, le dollar néo-zélandais réalise un plus bas depuis très longtemps, plus d'une quinzaine d'années. On teste sur le dollar, sur l'euro NZD, une résistance qui est en fait ce niveau de prix horizontal des 1,4790. Que peut-on envisager dessus? Y a-t-il encore une stratégie de vente possible en amont de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande? Ça, c'est justement la question que je me pose. Donc maintenant, je vais vous parler de l'euro NZD et ensuite du GBP NZD et peut-être à nouveau du NZD USD et puis d'autres, la UD USD aussi, d'autres paires de devises susceptibles de vous intéresser. Bon, déjà, le principe du premier test qui a à nouveau bien fonctionné et que je vous invite à exploiter sur le Brent, c'est ça. 1 point plus 1 point égale 2 points. Jusqu'à là, tout va bien. Ces 2 points, on peut les utiliser pour tracer une droite qui passe par les 2 points. Et l'idée du premier test, c'est d'utiliser le troisième contact. Donc, c'était celui-ci. C'était là pendant la session asiatique. Alors il n'y a eu pas un rejet astronomique, il y a eu 100 pips, de 1,4860 à ce matin 1,4725, donc un peu plus, 120, 130 pips lors du premier test. Je me pose une question en fait, je ne sais pas réellement ce qu'est en train de faire le GBP, l'euro NZD. J'aurais tendance à dire que là il teste une résistance. Après, on a quand même un mouvement baissier qui est relativement ancien. Ça baisse quand même de manière régulière depuis 5 semaines. Mais au fond, je pense que si on affine et qu'on va ici notamment chercher les cours de clôture, on doit avoir plus ou moins, c'est pas évident, il n'y a pas réellement de forme chartiste particulière qui apparaît, mais ce qui serait négatif sur ce marché, si j'utilise ici les cours de clôture, serait de passer
sous les 1,4690. Il y a la possibilité, regardez en cours de clôture, en fait, de faire un espèce de double top intraday sous ce niveau de prix des 1,4790. Bon, enfin, en tout cas, ayez bien conscience que demain, il y aura de la volatilité sur le NZD, que de manière générale, c'est une paire de devises où on peut constater des spreads importants sur le marché. C'est un fait, pour des raisons de liquidité. Et d'autre part, demain, un communiqué de presse d'une banque centrale. C'est toujours compliqué de tenir des positions ouvertes sur ce marché-là, même si on est dans le bon sens. Le spread peut faire que le stop de protection, qui peut être suiveur ou stable, soit exécuté par l'élargissement de la fourchette de cotation. Ça, c'est une possibilité. Après, ça, ce sont les conditions de marché. Mais simplement en utilisant l'analyse technique, j'ai le sentiment que l'euro NZD est sous une résistance, qu'on est un peu à la croisée des chemins. Soit demain on rejette et la dynamique se poursuit dans le sens d'une des peut-être plus profitables stratégies de carry trade, parce qu'il y a quand même un taux, le taux de la RBNZ doit être autour des 3,5 je crois. Voilà, donc il y a quand même des choses importantes qu'on encaisse. Justement, je vais aller voir, si je vais voir sur la plateforme quel est le rollover actuellement positif sur l'euro NZD. C'est en aucun cas une incitation pour se jeter à la vente sur cette paire de devises. Faut étudier le. Mais voilà, pour l'instant, je constate ça ici sur la paire de devises. Mais voilà, hein, en étant à la vente sur le alors rollover à la vente, il y a 0,70 de rollover positif pour un lot de 10K, donc 0,70. Donc ce qui est quand même important. Le rollover par contre négatif lorsqu'on est long, il est tout de suite beaucoup plus important. En tout cas voilà. Je regarde un peu les autres rollovers sur les paires comme ça. Lorsqu'on est vendeur, ça fait du 0,69 sur l'euro NZD. Même sur l'euro AUD, c'est 0,47. Donc ça fait partie. Bon, après il y a l'euro tri, bien sûr, c'est 1. Mais voilà, l'euro NZD, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pas, ça se prend quoi. Il y a, faut pas l'ignorer quoi. On peut comparer aussi avec celui de l'euro CAD. L'euro CAD, le niveau du rollover. C'est une information que vous pouvez trouver sur la plateforme, hein, dans le ticket d'ordre. C'est immédiatement indiqué, il est de 0,18. Voilà. Donc quelque chose qui est sympathique dans le sens de la tendance. Alors, il est 14h57. Je reprends mon graphique du Dow Jones FXM Dollar Index et pour le moment, je constate qu'en effet, le marché est allé chercher 12 000 points. Donc ça, c'est un fait. Il a fait 12 004, mais que pour le moment, il tient le support. Donc en l'état, le dollar américain ne donne pas de signal de vente pour l'instant. Et lorsque je reprends le graphique de l'euro-dollar, eh bien, la toute première résistance a agi. On retrouve cette oblique de tendance et le marché est allé la chercher à 1,0790. Et pour le moment, reste couvert par cette oblique de résistance. Et est-ce que l'or est allé chercher les 1175? Eh bien, même pas. Mais bon, sur le court terme, tant que l'or se maintient maintenant au-dessus des 1163, je serais méfiant quant aux stratégies négatives. Par contre, bon, 1175 peut être une toute première résistance à utiliser. Après, dans le sens de la tendance, le niveau que je trouve quand même un peu plus propre, c'est le niveau des 15,97,16 ici sur l'argent métal. Les indices boursiers européens vous a présenté ce matin des graphiques en données journalières montrant des divergences négatives de momentum qui hier étaient potentielles et qui vont probablement, à moins d'avoir une violente hausse lors des 3 prochaines heures, se valider ce soir en clôture. Je pense que c'est une semaine de consolidation sur les actions européennes. Prenez vos bougies japonaises hebdomadaires. On n'a pas eu de semaine baissière depuis la fin janvier. Ce serait absolument pas choquant. Prenez vos chandeliers hebdomadaires du CAC. On a fait 5 ou 6 semaines consécutives de hausse.
avoir un chandelier hebdomadaire rouge, et je sais pas moi, clôturer la semaine à 4770, c'est rien du tout quoi. C'est rien du tout. Ce serait même plutôt sain, je trouve. Donc, un signal négatif a été donné lundi à la cassure des 4950 points. Le marché est resté en position sur les 4950 points, a rejeté, revient tester un niveau de support ici à 4856 points. C'est le point bas du 4 mars. Si jamais le CAC 40 casse le support à 4850 points, je pense qu'il va se replier à 4770. Et éventuellement, là, on pourra se poser peut-être des questions pour revenir dans le sens de la tendance de fond. Donc sur le court terme, je pense qu'il est trop tôt. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il est trop tôt pour se précipiter à l'achat sur les indices européens. Lorsque j'étudie le DAX, je pense aussi que le DAX peut se replier en direction des 11 300 points. Cette ligne de tendance haussière et ce niveau horizontal. Mais il y avait quelque chose d'encore plus percutant. C'était le MIB et l'IBEX. On vous en a beaucoup parlé. C'était vraiment là de l'analyse purement graphique. Il n'y avait même pas d'oblique, il n'y avait rien. C'était simplement les sommets de 2014. Voilà, regardez ici sur le MIB. Et vous avez la même chose sur l'IBEX. Donc ça c'est l'indice italien et l'IBEX c'est l'indice espagnol. Vous aviez le niveau horizontal qui donc c'était le sommet du printemps 2014. C'est un objectif de cours. Voilà, on s'est calé en dessous. Et voilà, je pense aussi que le MIB peut revenir. Vous avez ici la moyenne mobile à 20 jours, un support à 21 975 points. Donc voilà, probablement encore trop tôt. Peut-être demain si ce marché revient sur des niveaux de support. Mais voilà, le début de la semaine, c'est de la consolidation en Europe. Je pense que c'est pas terminé. Vous pouvez aussi voir ce type de vue de marché en utilisant l'Eurostoxx 50. Pour Wall Street, bien sûr, il faut surveiller quand est-ce que Wall Street revient sur support. Et là, je vais commencer à surveiller le Nasdaq 100. Je vais commencer à surveiller le Nasdaq 100 parce que, alors, le Nasdaq 100, je vais repasser sur un graphique en données journalières. Le Nasdaq 100 consolide après avoir réalisé une belle phase de progression depuis le milieu du mois de janvier. Il est probablement en train de réaliser un pullback sur son précédent sommet l'année 2014 à 4346. Et au fond, pourquoi pas exploiter ce niveau sur le Nasdaq. Donc, alors d'ailleurs je vous rappelle que Wall Street a ouvert depuis 30 minutes. Je n'hésiterai pas finalement à proposer une stratégie sur le support à 4346 points. Jusqu'à présent, je me suis gardé d'évoquer la possibilité de se repositionner sur le Nasdaq 100. Et bien là, voilà, c'est le précédent top de 2014. Bon, en cours de clôture, c'est 4338. Il y a un niveau susceptible ici donc d'être intéressant pour se repositionner dans le sens de la tendance sur le Nasdaq 100. Donc sur les marchés actions européens, j'ai pas encore je suis encore prudent. Mais par contre sur le Nasdaq 100, voilà, il y a un niveau ici sur les 4338, 4346 susceptible d'être intéressant. Vous avez d'autre part sur le RSI H4 du Nasdaq 100 un début de compression, je pense, dont les cours finiront par s'extraire par le haut. C'est ce type, on a ce petit canal, donc à surveiller. Bon, enfin, en tout cas, voilà, 4346, clairement à suivre ici sur le Nasdaq 100. Et le SP500 et le Dow Jones, eux, alors le Dow, le SP casse 2767, cependant, on a ce niveau de support ici sur le Dow Jones. Attention, peut-être début de contradiction de momentum, mais bon, en l'état, pas grand chose. Je suis pas réellement inspiré par le SP500 ni par le Dow Jones. Par contre, le niveau des 4346 sur le Nasdaq 100 potentiellement est attractif.
Voilà, donc c'est ce que je vous invite à retenir, c'est le Nasdaq 100. Et le Bund est en train de donner un signal positif. Il s'essaye à la cassure des 158,17 et donc il remonte. On a l'impression qu'il se dépêche pour vouloir assez rapidement inscrire de nouveaux sommets historiques. Bon, enfin en tout cas voilà, vous avez derrière de toute façon, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer régulièrement, là, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que nous. Derrière ces chandeliers ici positifs sur le Bund, il y a une banque centrale. Mais cette fois-ci, c'est pas une banque centrale à travers ces mots, c'est la banque centrale là qui achète directement ce contrat. Imaginez vous avez une action sur votre compte titre, je sais pas, je dis une bêtise, imaginez vous ayez l'action au total dans votre compte titre, ou n'importe laquelle, imaginez qu'une banque centrale, on achète. Bah forcément ça donne confiance. Bon bah là c'est un actif financier acheté directement par la banque centrale. Rebond pour l'instant sur le niveau des 156 et tentative de cassure du niveau des 158,17. Et donc je conclurai ce point de marché par le Dow Jones FXM Dollar Index. Tant que le niveau des 12 000 points tient, aucun signal de vente, même à court terme, n'est donné sur le dollar américain. Ne vous précipitez pas sur les marchés actions, mais éventuellement intéressez-vous au précédent sommet de 2014 sur le Nasdaq 100. Et enfin, n'oubliez pas le dollar néo-zélandais. La résistance sur l'euro NZD à 1,47, 1,48. Disons sous les 1,48, j'ai un biais négatif. Voilà. Sous les 1,48, plutôt un biais vendeur sur l'euro NZD. Et le GBP NZD, lui aussi, c'est bien, a bien réagi. Alors vous le savez, la semaine dernière, sur cette fameuse oblique baissière que les cours avaient franchi, puis ont effectué un pullback, redonnant un signal positif en refranchissant les 2,03. On retrouve ici cette fameuse oblique. Alors ici j'ai positionné à la fois des retracements et des extensions. Pour le moment on cale sous les 2,07 qui sont une extension de cette jambe de hausse au point bas ici. C'est l'extension des 0,382. En même temps on se stabilise sur cette toute première oblique chartiste. On fait un micro flat. Je ne parviens pas à trancher entre la possibilité soit de continuer de faire des petits chandeliers au-dessus de cette oblique et d'accélérer, ou d'effectuer un pullback sur ce support des 2,0560. Pas évident de savoir dès lors qu'on ne sait pas, eh bien on peut s'exposer très faiblement ici ou ne rien faire et attendre ce niveau-là. Dans tous les cas, ça fait partie des paires de devises susceptibles de progresser du fait des anticipations d'un impact négatif sur le NZD de la décision de politique monétaire qui sera prise demain à 21 h à Paris, enfin heure de Paris. Alors des paires de devises, il y en a plein. Je suis avec vous depuis 50 minutes, donc maintenant je vais répondre à vos questions. Donc premier commentaire et premier graphique de Ludo que je vais donc proposer. Alors, bonjour Ludo, salut Vincent, cela est toujours aussi clément chez moi. Le DAX en H4 pour un fonds des comptes marche à la perfection. Donc, une cassure de la Kijun en clôture donnera la validation du mouvement ici sur le DAX. Nous serions dans une vague 4, et donc une vague corrective qui retrace une vague 3, avec en H4 donc la Kijun ici à suivre. Alors je vais l'ajouter, moi j'utilise pas Ishimoku, mais je vais ajouter la Kijun en H4 pour voir où elle se situe. Merci Ludo, donc c'est parti. Je vais la mettre en... Alors, on va la faire apparaître. Et ben voilà, on est pile poil dessus. Donc en gros, ce que nous rappelle Ludo, c'est que sur le court terme, on se retrouve désormais entre ce niveau des 11005 et la Kijun ici à 11004, et que la brisée sur la base d'une clôture H4 serait un signal négatif. Excusez-moi, j'avais un rendez-vous à 15 h, je dois vous laisser. Merci d'avoir été attentif à ce point de marché. 1000 excuses pour cette interruption brutale. J'avais un rendez-vous à 15 h, je viens de m'en souvenir. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Rendez-vous ici à 18 h pour un webinaire sur notre outil trading analytique.
décryptage à base de statistiques de vos trades réels. Et puis moi, je vous retrouve demain pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous.